Et ce n'est finalement une surprise pour personne. Hier, l'agence de notation Moody's a abaissé de stable à négative la perspective de la note du pays en raison de son endettement. Les analystes de Moody's soulignent que les difficultés financières de certains gouvernements régionaux et locaux nécessiteront que Pékin leur apporte son soutien. Or, cela pourrait peser sur les finances publiques de la Chine à un moment où son économie ralentit. Pour soutenir sa décision, Moody's met en avant des facteurs structurels comme la faiblesse de la démographie et la crise du marché de l'immobilier. Cependant, l'agence de notation américaine a maintenu la note long terme à 1 pour les obligations souveraines locales. Je vous rappelle que selon les dernières estimations, les villes et provinces chinoises ont jusqu'à 11 000 milliards de dollars de dette hors bilan. Or, pour de nombreux économistes, une grande partie de cette dette présente un risque élevé de défaut de paiement et pourrait entraîner des pertes colossales pour les banques et les investisseurs qui ont prêté de l'argent aux gouvernements locaux. En réponse, les autorités locales se sont dites déçues et ont affirmé que la Chine a la capacité de répondre aux risques et aux défis, tout en fustigeant les inquiétudes infondées de Moody's. Ce matin, en réaction à cette décision, les actions chinoises ont ouvert en baisse, séance au cours de laquelle l'indice CSI 300 a atteint son plus bas niveau depuis février 2019. À toute fin utile, je vous rappelle que ce même indice action chinois a reculé de plus de 12% depuis le début de l'année. Les raisons sont bien connues désormais, une reprise post-Covid poussive, des tensions géopolitiques paralysantes et un marché de l'immobilier en plein marasme. Aux États-Unis, le marché du travail commence à montrer des signes de faiblesse alors que la hausse des taux d'intérêt freine la demande dans l'économie. En effet, les offres d'emploi ont chuté en octobre à leur plus bas niveau en 2 ans et signe que la croissance pourrait ralentir en 2024. Selon le rapport du ministère du Travail américain, le rapport JOLTS, les offres d'emploi ont reculé de 617 000 unités à 8 733 000, le niveau le plus bas depuis mars 2021. Toujours aux États-Unis, le secteur privé a affiché une légère croissance en novembre, a confirmé S&P Global avec un indice des directeurs d'achat composite à 50,7 en novembre comme en octobre. Quant à la croissance dans le secteur des services outre-Atlantique, elle a dépassé les attentes en novembre. L'indice des directeurs d'achat de l'Institut of Supply Management, l'ISM, pour ce secteur est ressorti à 52,7 à comparer avec un consensus de 52 et 51,8 en octobre. On ne néglige pas un marché estimé à 7 milliards de dollars quand on en détient plus de 90%. C'est en tout cas ce que l'on pourrait dire alors que les autorités américaines ont freiné les exportations de puces IA vers la Chine. Mais ce matin, nous avons appris, selon Reuters, que Nvidia travaille en étroite collaboration avec Washington afin de garantir que les nouvelles puces destinées au marché chinois respectent les restrictions à l'exportation. Par ailleurs, toujours dans cette optique de contrer l'émergence d'acteurs chinois sur ce marché des puces IA, le groupe américain songerait à investir plus de 50 millions de dollars à Singapour pour aider cet État à développer son propre grand modèle de langage. Enfin, toujours au chapitre micro, sachez que malgré la baisse des ventes et alors que le marché chinois pèse sur ses comptes, la capitalisation d'Apple est repassée cette nuit au-dessus des 3 000 milliards de dollars, ce qu'elle n'avait pas fait depuis août dernier. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés boursiers ont clôturé en ordre dispersé. Paris et Francfort ont salué les propos d'Isabelle Schnabel, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale, qui a jugé improbable une nouvelle hausse de taux en zone euro au regard du recul remarquable de l'inflation. Le CAC 40 a gagné 0,74% à 7 386 points et se rapproche de son record absolu en clôture atteint cette année à 7 581 points. Le DAX a lui atteint son plus haut niveau en séance à 16 551 points, dépassant son précédent record de 16 528 points atteint le 31 juillet dernier. Il a fliné par clôturer à 16 533 points à la faveur d'un gain de 0,78%. Londres a fini à rebrousse-chemin. L'indice phare britannique a été mis sous pression par le secteur minier, lui-même mis sous pression par l'abaissement de la note de Moody's concernant les perspectives de crédit de la Chine. Le FTSE a ainsi cédé 0,31% à 7 489 points. À la bourse de New York, dans un environnement de taux qui se détend, les indices actions ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a reculé de 0,22% à 36 124 points. Le S&P 500 a symboliquement cédé 0,06% à 4 567 points. Enfin, les valeurs techno ont su profiter de la détente du marché obligataire. Le Nasdaq Composite a gagné 0,31% à 14 229 points.
En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, soutenue par le rebond des valeurs techno. Le Nikkei a ainsi gagné 2,04% à 33 445 points. En France, alors que le SBF 120 s'est adjugé 0,73%, Evans, autrefois ALD, s'est distingué à la hausse. L'action de la filiale de Société Générale, spécialisée dans le financement longue durée de véhicules, semble retrouver des couleurs après le trou d'air de début novembre, suite à des résultats mitigés au T3. Le titre s'est donc étoffé de 5,15% à 6,64 €, mais rappelons qu'il cède un peu moins de 40% depuis le 1er janvier. A l'inverse, et malgré l'annonce d'un vaste plan de cession d'actifs, Orpea a encore une fois fini lanterne rouge de l'indice suite au repli de son prix de 9,21% à 1 centime d'euro. En une semaine, le titre a décroché de près de 95%. En zone euro et sur le marché obligataire, alors qu'il y a à peine un mois, Isabelle Schnabel avait souligné que de nouvelles hausses de taux pourraient avoir lieu, hier, elle s'est ravisée en précisant que la BCE peut écarter de nouvelles hausses de taux compte tenu de la chute remarquable de l'inflation. Et les responsables de politique monétaire ne devraient donc pas donner comme cadrage que les taux resteront stables après mi-2024. Résultat, les financiers anticipent désormais avec une probabilité de 80% une baisse de 25 points de base des taux de la BCE en mars contre une probabilité de 70% la veille. Le rendement du Bund à 10 ans a fini en baisse de plus de 11 points de base à 2,25%, tandis que le rendement de celui à 2 ans a abandonné plus de 7 points de base à 2,618%. Aux États-Unis, à l'heure de la clôture en Europe, le rendement des trésoreries à 10 ans cédait plus de 10 points de base à 4,1858%. Sur le Forex, l'euro a reculé de 0,51% à 1,0781 $. Enfin, les prix du pétrole ont terminé en baisse hier, et ce pour la 4e séance consécutive depuis le mélodrame des coupes volontaires de production décidées lors de la dernière réunion du cartel. Les opérateurs sont donc toujours dubitatifs à l'endroit des nouveaux engagements de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP+. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a reculé de 1,06% à 77,20$ le baril. Le baril de WTI pour livraison janvier a fini, lui, en repli de 0,98% à 72,32$ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 décembre et juste après, nous serons en duplex avec David Furcage qui va notamment commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris, une séance qui devrait être teintée de vert suite à la baisse des marchés obligataires. A tout de suite sur Téléfinance.